Bonjour, je m'appelle Jan Steele, alias La Gousse, et je suis consultante en thérapie nutritionnelle et AIP Certified Coach. Lors d'une première vidéo, je vous ai présenté la composante alimentaire de l'AIP. Maintenant, je souhaite évoquer avec vous la composante mode de vie qui est tout aussi importante. Lorsque notre santé est fragilisée, il y a 4 domaines de notre mode de vie auxquels nous nous devons de veiller, car ils peuvent avoir un impact puissant. En ordre d'importance, ce sont le sommeil, la gestion du stress, le mouvement et la connexion aux autres et à la nature. Ce n'est pas par hasard que ces 4 domaines ont été choisis. Lors d'une évaluation soigneuse et attentionnée de la littérature scientifique, ces domaines sont remontés à répétition comme ayant un effet régulateur significatif sur le système immunitaire, l'équilibre hormonal et ou le processus de réparation. La réalité que nous vivons dans le monde moderne d'aujourd'hui ne tient plus du tout compte des nombreux besoins physiques d'un être humain à son état le plus biologique. La révolution agriculturelle a rompu il y a longtemps le lien entre notre mouvement et notre capacité à nous nourrir. L'électricité et l'éclairage électrique nous permettent d'ignorer complètement nos rythmes circadiens. La globalisation, la connectivité ainsi que la disponibilité d'informations H24 semblent nous suggérer que le sommeil peut toujours attendre. La société actuelle valorise une activité frénétique et perpétuelle, qu'elle soit professionnelle ou sociale. Et pourtant, lorsque nous ne veillons pas à ces aspects cruciaux de notre mode de vie, de plus en plus d'humains deviennent de plus en plus malades. Et nous qui avons une maladie auto-immune avérée sommes particulièrement vulnérables à un déséquilibre dans ces domaines. Apprendre à bien les gérer peut donc avoir un impact équivalent, sinon plus important, à celui des changements alimentaires sur la restauration de notre santé. C'est une combinaison puissante que de vouloir adapter son alimentation et son mode de vie dans le but d'améliorer sa santé. Ceci dit, savoir comment traiter en mieux chaque domaine peut être intimidant, surtout lorsque nous essayons déjà de changer notre alimentation. Tout comme pour l'alimentation, nous recommandons que les personnes démarrent lentement et font de petits ajustements réguliers. Après tout, nous ne pouvons pas tous arrêter de travailler pour déménager à la campagne et vivre en harmonie avec la nature. Serait-ce même désirable? L'objectif n'est pas une vie foncièrement différente, mais une vie qui incorpore petit à petit les principes de la santé biologique à sa vie réelle, de manière pérenne. Le sommeil est un moment de reconstruction crucial, de réparation de notre organisme. Malgré une apparence d'inertie totale, le sommeil est une période d'activité cérébrale et corporelle intense. La température baisse, le pouls ralentit, la tension artérielle baisse et les douleurs s'atténuent. Les tissus se réparent, les muscles se forment, la peau se régénère et les organes sont stimulés pour éliminer les toxines des systèmes respiratoires, cardiovasculaires et glandulaires, et les défenses immunitaires se reforment. Lorsque nous ne dormons pas régulièrement et assez longtemps, certaines fonctions métaboliques ne se font tout simplement pas correctement. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, le concept de repos est devenu synonyme de télévision, feuilletage de Facebook ou Instagram, des jeux vidéo ou tout autre écran électronique qui n'est pourtant pas reposant ni pour le corps ni pour le cerveau. Nous n'avons visiblement pas seulement oublié la valeur du repos, mais aussi comment faire pour nous reposer. Mais notre corps, lui, n'a pas oublié son besoin de sommeil. C'est une action absolument fondamentale pour l'entretien et la réparation neurologique, immunitaire, musculo-squelettique et digestif. Selon un rythme circadien normal chez l'humain, dès le coucher du soleil, le corps connaît une hausse de mélatonine. Cette hormone croît la fonction des cytokines, ce qui nous aide à nous protéger de l'infection. Cela explique pourquoi quelques nuits de mauvais sommeil peuvent en elles-mêmes nous fragiliser au point de devenir vulnérables à un petit virus. Aussi, il existe 4 phases du sommeil. Les stades 3 et 4 sont les stades les plus profonds et les plus reposants. Tout au long de la nuit, le ratio de sommeil profond et sommeil léger varie. Au début de la nuit, c'est-à-dire entre 22h et 3h, les stades de sommeil profond sont privilégiés. Dans la deuxième moitié de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 7h,
Cela évolue et les stades de sommeil moins profonds prédominent. D'où la recommandation de se mettre au lit plus tôt pour assurer un sommeil plus réparateur. Car le sommeil atteint entre 2 heures et 10 heures ne sera simplement pas aussi réparateur que celui atteint entre 22 heures et 6 heures, même si objectivement il s'agit du même nombre d'heures de sommeil. Mais oui, mais je suis naturellement nocturne, moi. Le matin, j'ai beaucoup de mal et je ne retrouve ma pleine énergie qu'à partir de 20 heures. Biologiquement, avoir beaucoup d'énergie en fin de soirée n'a rien de naturel. Tout comme nous trouverions anormal que les chauves-souris se mettent à chasser en pleine journée, le fait d'avoir beaucoup d'énergie en fin de soirée est signe d'un rythme circadien perturbé chez l'humain. Souvent appelé l'hormone maître, le cortisol est l'un des principaux contributeurs à la régulation du métabolisme, l'inflammation et nos rythmes circadiens. En temps normal, notre taux de cortisol doit atteindre son sommet le matin et se dissiper tout au long de la journée jusqu'au soir. C'est cette hormone qui nous donne l'énergie dont nous avons tant besoin pour nous réveiller le matin. Et son absence nous permet de nous calmer pour se préparer au sommeil le soir. Chez les personnes qui ont connu une période de stress chronique, ce rythme devient perturbé. Ils ont un taux peu élevé de cortisol le matin, d'où la lourdeur matinale, et un taux plus élevé le soir, ce qui leur donne l'impression d'avoir le vent en poupe. Et bien que nous puissions nous reposer sur du café le matin pour compenser sa fatigue matinale, c'est une habitude qui exacerbe la situation en fournissant une énergie artificielle pour nous mettre en route l'après-midi et le soir. Mais malgré ces savoirs, beaucoup d'entre nous nous forçons à rester éveillés après le coucher du soleil, quand notre corps aurait voulu se reposer. Ajoutons l'utilisation quasi perpétuelle des ordinateurs, des téléphones et d'autres gadgets électroniques, tous munis d'une belle lumière artificielle blanche, et c'est pas surprenant que les hormones chargées de préparer le corps au sommeil soient déréglées. Et une fois un mauvais cycle entamé, c'est vrai qu'il est difficile de ne pas tomber dans le cercle vicieux de la compensation. Bien et suffisamment dormir est donc déjà un défi pour les gens qui n'ont pas de problème médical particulier. Pour nous qui avons une maladie auto-immune, bien et suffisamment dormir peut être d'autant plus compliqué à cause des douleurs, la dépression et ou le stress que déclenche notre maladie. Mais nous en avons d'autant plus besoin. Voici donc quelques astuces pour veiller à un sommeil de qualité. Ne pas se coucher l'estomac plein. Essayez de permettre à votre corps quelques heures entre votre dernier repas et votre mise au lit, afin de permettre un temps adéquat pour la digestion et la cascade hormonale nécessaire à un bon sommeil. Se créer un rituel pour bien se coucher. Certains aiment une petite balade après avoir mangé, suivie d'un bain et un peu de lecture au lit. Si vous vous créez une routine qui vous mène petit à petit d'un état énergétique à un état plus calme, votre corps s'accrochera à ce rythme et un sommeil régulier prendra plus facilement forme. Se créer un environnement sombre et confortable où dormir. Si votre chambre n'est pas très sombre, il serait peut-être bien d'investir dans des rideaux foncés ou un masque pour les yeux. Les bouchons ou les boules caisses sont une bonne idée si vous ne maîtrisez pas l'environnement sonore. Évitez des stimulants tels la caféine et le sucre. Pas de surprise ici. La caféine et la dérégulation de la gestion des sucres sanguins ont tendance à exacerber les troubles de sommeil. Faire de sa chambre une zone no-tech. Achetez-vous une horloge alimentée aux piles afin d'éviter l'utilisation de votre téléphone pour connaître l'heure si vous vous réveillez dans la nuit. L'hyperconnectivité peut être géniale, mais il faut aussi savoir se soustraire chaque nuit de sa communauté pour son mieux-être. Minimiser son exposition à la lumière bleue le soir. L'extinction des ordinateurs, de la télé et des lumières blanches le soir est préférable. Ou, si cela vous est vraiment impossible, protégez-vous en portant des lunettes qui filtrent la lumière bleue pour en gérer votre exposition après le coucher du soleil. Gérer son stress de manière proactive toute la journée. Au niveau cérébral, le sommeil sert aussi de soupape au trop-plein d'émotions. Ne pas cumuler son stress au quotidien améliore nos chances de bien dormir dans les stades les plus profonds.
Que ce soit un simple rhume, la grippe ou une maladie auto-immune telle la polyarthrite ou la sclérose en plaques, l'un des symptômes communs à toute maladie est le stress. Or, jusqu'à 80% des personnes diagnostiquées d'une maladie auto-immune rapportent que leur diagnostic est survenu suite à une période de stress importante dans leur vie, qu'il soit émotionnel ou physique. Aussi, le parcours du combattant qui est de parvenir à un diagnostic précis et correct peut en soi représenter un stress important, sans même parler des efforts nécessaires au changement d'alimentation, du mode de vie, etc. Regardons de plus près le système nerveux autonome, celui qui gère les fonctions involontaires du corps, telles la respiration, la circulation et la digestion, qui peut se concevoir en deux parties. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Les deux sont importants, mais ils agissent très différemment l'un de l'autre. Le système nerveux sympathique. Lorsque nous subissons une réaction du système nerveux sympathique, notre corps se prépare à l'action. Le cliché de cet état corporel est l'état fight or flight, ou lutte ou fuite. Des hormones telles l'adrénaline et le cortisol sont émis par différentes glandes, le cœur bat plus vite, la tension artérielle augmente, la respiration s'accélère et le corps accède à une quantité croissante de glucose pour une énergie rapide. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la cascade d'hormones qui est la réponse corporelle au stress est la même, peu importe la source du stress. Le corps ne fait pas la différence entre le stress d'un accident de voiture ou celui de jongler les besoins de jeunes enfants, des conflits répétitifs avec son partenaire ou une surcharge mentale. Une chirurgie, une alimentation de piètre qualité, une activité physique obsessionnelle, un abus de café, une maladie, une violence, un manque de sommeil, etc. Tous représentent un stress qui déclenchera la même réaction corporelle au stress. Et au bout d'un moment, nos corps disent « stop ». À l'opposé du système précédent, le système parasympathique fonctionne, lui, lorsque nous sommes au calme. Il s'agit ici de la phase « rest and digest » ou « repos et digestion ». Hors du champ de toute menace, le corps profite du calme pour se restaurer, se réparer, digérer et absorber les bienfaits des nutriments que nous ingérons et faire circuler le sang pour distribuer les nutriments et l'oxygène jusqu'aux cellules les plus éloignées et vider les poubelles cellulaires aussi. C'est cette phase qui devrait occuper la plus grande partie de nos vies. Mais vous, avez-vous l'impression que c'est le cas pour vous? La société moderne est venue à valoriser la productivité au-dessus de tout. Trop souvent, être occupé est devenu synonyme de réussir. Et nous nous reposons donc en faisant du sport ou en nous mettant devant un écran. L'une des conséquences de ce positionnement est que nous passons beaucoup trop de temps en mode sympathique, au détriment de notre santé généralisée. Tel que discuté plus tôt, le cortisol est l'hormone maître et l'un des principaux contributeurs à la régulation du métabolisme, l'inflammation et nos rythmes circadiens. L'action première du cortisol est de livrer du glucose aux organes qui en ont le plus besoin, le cerveau et les muscles. Mais le cortisol agit aussi pour mettre sur pause d'autres fonctions moins essentielles en temps de crise. On parle ici de la digestion, de la reproduction et de l'immunité. Pas besoin de vous expliquer que, compte tenu de l'état de la société aujourd'hui, ces fonctions sont mises sur pause beaucoup trop souvent. Un taux perpétuellement élevé de cortisol entraîne un système immunitaire fragilisé, des troubles digestifs, un sommeil perturbé, des articulations inflammées et les muqueuses intestinales abîmées, voire une hyperperméabilité intestinale. Si vous souffrez d'une maladie auto-immune ou si vous souhaitez en prévenir son développement, je ne pourrai assez souligner le besoin de permettre à votre corps de basculer d'un état dominant de système nerveux sympathique au système parasympathique. Lorsque nous n'arrivons pas à enclencher notre système nerveux parasympathique, le corps n'a simplement pas de moment pour se réparer. Suite logique, tous les efforts mis pour changer nos alimentations, ressemer nos flores intestinales et réparer nos intestins seront vains si vous n'arrivez pas aussi à retourner au calme. Et souvent. Notre alimentation peut être immaculée. Si nous n'atteignons que rarement un état parasympathique, notre digestion ne sera pas bonne pour autant.
Voici donc quelques pistes pour minimiser votre réaction corporelle au stress. Avoir une pratique de profond auto-soin. Nous sommes tous venus à n'accomplir dans une journée que ce que nous devons faire. Mais quid ce que nous voudrions faire? Ce que nous aimons faire? Il n'est pas surprenant que lorsque nous entreprenons des activités que nous jugeons agréables, la lecture, une promenade ou simplement du temps libre avec nos proches, elles contribuent à notre mieux-être. Et trop souvent, nous nous sentons coupables lorsque nous nous décrochons de la productivité perpétuelle pour faire tout simplement ce qui nous tente. Maintenant, ce n'est pas mon rôle de vous prescrire l'activité d'auto-soin la plus adaptée pour vous. À vous de réfléchir à ces activités qui vous font réellement plaisir, où vous ne voyez pas le temps passer tellement cela vous engage. Faites juste attention de ne pas choisir des activités échappatoires. L'idée est de vous trouver une activité qui vous stimule émotionnellement, bien qu'au calme, et non d'arrêter de réfléchir devant la télé, par exemple. Être à l'écoute de son corps et réagir en cas de besoin. En faisant l'effort de bien écouter son corps, il est possible de reconnaître la réponse physique au stress. Ainsi, une première porte s'ouvre, nous permettant de nous remettre au calme. Et pour chacun, la réponse physiologique sera individuelle. Sentez-vous une accélération de votre pouls, un malaise au ventre, de la difficulté à respirer profondément? Remarquer nos propres réactions, ainsi que les situations qui les déclenchent, est un premier pas vers la gestion proactive du stress. Après, chaque fois que nous ressentons ces changements corporels, nous pouvons essayer de prendre une minute pour revenir à la pleine conscience et réengager le système nerveux parasympathique. Se demander, est-ce que ceci vaut être malade? Il y a de nombreuses situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui qui peuvent déclencher chez nous une réaction physiologique de stress. Mais est-ce vraiment nécessaire? Pour ma part, comprendre que le stress chronique en soi contribue à la maladie chronique m'a permis de réévaluer tout ce que je considère dorénavant comme stressant. La maladie est devenue une sorte de pouvoir magique qui me permet de relativiser d'autres problèmes et de les gérer différemment pour éviter du stress inutile. Lorsque nous gérons une maladie auto-immune, cela nous fournit un nouveau cadre à l'intérieur duquel nous pouvons mieux évaluer l'importance relative de tout. Vivre en un état permanent stressé est une avenue qui mène directement à l'exacerbation de sa maladie. Il est donc judicieux de mettre un petit peu de temps et d'énergie à changer de route. Et la bonne nouvelle est que cela met souvent en place un cercle vertueux selon lequel plus nous gérons notre stress, meilleure est notre santé généralisée. Plus nous sommes heureux, ce qui nous permet de mieux gérer nos stress de nouveau et de retrouver de la joie dans nos activités, et ainsi de suite. Comme toute bonne habitude, un élan se met en place et il est de plus en plus facile de bien faire et d'aller mieux par conséquent. De nos jours, le moteur d'une activité physique régulière est trop souvent esthétique. À la recherche d'une apparence particulière, les gens programment des séances de jogging, de musculation, de yoga ou de pilates, mais est-ce vraiment le sujet? À l'opposé, les raisons fournies pour justifier un manque d'activité physique, faute de temps, poids correct, blessure quelconque, ne paraissent pas non plus très raisonnables, surtout maintenant que les dangers du sédentarisme commencent vraiment à se faire quantifier. D'un point de vue bien-être, une activité physique est importante non pas pour obtenir ou maintenir une apparence particulière, mais comme outil de régulation de l'hydratation, du métabolisme et aussi du système immunitaire. L'hydratation. Pas d'équation compliquée ici. Plus on bouge, plus on respire et plus on transpire. Plus on a soif, plus on a besoin de s'hydrater. Plus on boit, plus on élimine, par la vessie mais aussi par la peau. Meilleure est notre santé. Surtout dans la société moderne, généralement surcaféinée d'aujourd'hui, se donner une nouvelle raison d'augmenter la quantité d'eau ingérée ne sera pas sans effet positif. Le métabolisme. Pour nous tous qui cherchons une énergie stable, brûler un certain nombre de calories chaque jour par une activité physique permet de stimuler notre métabolisme au bon fonctionnement. Tel un canot qui ne se dirige correctement que lorsqu'il avance, une activité physique quotidienne permet aussi à notre système endocrinien de mieux accorder les violons
de l'orchestre hormonal dont il est le chef, pour gérer au mieux notre faim, notre taux de sucre sanguin, nos réactions au stress, nos humeurs, notre sommeil et bien plus encore. Le système lymphatique est un réseau de vaisseaux qui véhicule une partie des déchets cellulaires jusqu'aux ganglions, où prolifèrent et se différencient des cellules immunitaires. Or, c'est un système qui dépend d'une activité physique pour son bon fonctionnement. C'est lors de la contraction et le relâchement des muscles que la lymphe circule vers les organes d'élimination tels les reins, le foie et la peau. Sans mouvement, des toxines peuvent s'accumuler, engendrant des problèmes. Bon, d'accord, mais courir, oublie ça. Déjà, me lever et me rendre au boulot, ça me prend toute mon énergie. Certains sont accros au yoga, d'autres aux promenades avec le chien. Ça ne sert à rien de s'abonner à un gym si vous n'allez jamais y aller. Aussi, c'est sans doute contre-productif de se forcer à entreprendre une activité physique qui ne vous nourrit pas corps et âme. Rappelons-nous-le, l'objectif est une activité physique régulière, mais aussi épanouissante. Si vous allez vous acharner 2 fois par semaine sur un tapis roulant pour ensuite vous effondrer sur un canapé, ce n'était pas un bon choix. Bien que beaucoup de gens font leur jogging ou leur natation 3 fois par semaine, rien ne vous oblige à être aussi rigoureux. Des étirements réguliers, de la marche en forêt ou même du jardinage, ce sont des activités qui peuvent déjà faire battre le cœur, par effort mais aussi par plaisir. Votre choix d'activité physique est personnel. Il doit répondre à vos besoins et à votre mode de vie. Écouter de la musique ou un podcast en bougeant peut nous motiver à ce que la séance dure un peu plus longtemps ou à ce qu'elle soit plus agréable. Se trouver un ou une amie avec qui faire une activité physique est parfois la clé à une activité pérenne. Mettre de la musique pour danser seul ou en famille dans votre salon est toujours recommandable. Beaucoup de personnes souffrant d'une maladie auto-immune apprécient le yoga comme activité physique car c'est une activité calme et sans impact qui vise à une découverte individuelle des limites de son corps. C'est aussi une introduction à la pleine conscience et une activité qui peut se faire seule ou en groupe, chez soi, dans une classe plus formelle ou dans la nature. Volleyball, badminton, tennis, basket, les aspects sociaux et stratégiques du sport de groupe nous permettent parfois de rester engagés plus longtemps. Si le fait de pourchasser un ballon quelconque vous permet de bouger plus régulièrement sans pour autant dépasser vos limites, faites! Une balade en forêt, en montagne, à la plage. Rares sont les personnes qui n'apprécient pas le mélange d'air frais et du soleil que nous offrent les activités en plein air. Elles sont à entreprendre sans modération. Quelques concepts à retenir toutefois en relation avec la maladie auto-immune. Le bien-être est un état fluide. Ainsi, ce qui marche aujourd'hui ne marchera pas forcément dans 6 mois ou dans 1 an. Les circonstances de notre vie évoluent et c'est donc important d'être à l'écoute des réactions corporelles dans l'immédiat, mais aussi sur le moyen et sur le long terme. Savoir respecter les limites de votre corps est très important. La force et l'endurance ne viendront qu'avec une pratique régulière, mais si vous souffrez de douleurs articulaires, choisissez des activités à impact minimal, telles le yoga, la marche ou la natation. Si vous devenez vite à bout de souffle, ralentissez. La marche est une activité physique excellente, accessible à presque tous. Vous couvrirez la distance que vous souhaitez et choisirez le niveau de difficulté, le dénivelé, qui vous correspond. Sachez aussi qu'une activité physique trop importante peut entraîner une crise auto-immune plus ou moins importante. Votre corps vous le dira assez vite si vous vous laissez emporter et aller un peu trop loin. Quelques écueils à donc surveiller sont si vous subissez d'importantes courbatures qui ne vous quittent pas dans un délai raisonnable, si vous vous sentez plus fatigué qu'énergisé après une séance, si vous avez du mal à dormir après une séance, si vous avez le tournis après une séance, si vous vous sentez énergisé mais aussi très très faible. Dans ces cas, prenez une pause de votre activité physique. Cela peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais il vaut mieux diminuer son activité physique pour pouvoir mieux reprendre une fois la crise passée.
Démarrez lentement et bâtissez doucement et progressivement votre force et votre endurance. Lorsque nous sommes en crise, le simple fait de monter un escalier ou de se déplacer jusqu'à la boîte aux lettres peut paraître insurmontable. Mais petit à petit, nous arrivons à nous distancer de la maison et à faire confiance que notre corps nous soutiendra sur des durées de plus en plus longues. La maladie peut être une expérience très isolante. Sur le court terme, nous nous rabattons vers nos canapés ou nos lits en nous disant que ça ira mieux demain. Mais sur le moyen, voire le long terme, notre disparition graduelle de la vie de nos amis, de nos collègues et même de notre famille peut avoir des séquelles importantes. Si l'on a du mal à expliquer ce qui se passe dans notre corps, que ce soit à un énième médecin ou à notre époux, une chose est certaine, la maladie n'est pas une circonstance agréable ni pour nous, ni pour notre entourage. Pour la personne qui souffre d'une maladie auto-immune, l'expérience peut déjà être obnubilante. Pour son entourage, la perte d'une participation pleine avec cette personne à la vie familiale, à l'amitié ou au boulot bouscule très certainement les mœurs. Savoir dénouer toutes ces émotions pour le mieux-être de tous implique une communication honnête et transparente, chose qui n'est pas toujours disponible au besoin. Ajuster nos relations humaines afin d'être mieux soutenus sur notre parcours vers un mieux-être implique parfois de laisser tomber nos relations avec certaines personnes qui ne comprennent pas ou ne veulent pas entendre notre nouvelle situation. Savoir identifier nos besoins nous permet de recruter l'aide par de nouvelles avenues, en ligne par exemple, et d'élargir notre cercle social vers d'autres personnes qui sont plus capables de nous soutenir. Difficile de nier qu'un sentiment de retour aux sources nous englobe lorsque nous nous retrouvons dans la nature. Pas étonnant non plus alors que ces expériences engendrent des effets positifs mesurables. Différentes études montrent un effet positif significatif sur le système immunitaire lorsque les gens passent du temps dans la nature. De plus, les effets semblent gagner en pérennité selon la durée de la séance, c'est-à-dire qu'une semaine de camping près d'une rivière sera d'autant plus bénéfique qu'une balade en forêt d'un après-midi. Mais même si nous n'avons qu'une petite demi-heure par semaine à consacrer à l'espace vert le plus près, il semblerait que cela suffise pour réduire notre tension artérielle et notre risque de dépression. Passer du temps dans la nature semble améliorer la mémoire et la concentration, augmenter la longévité, soulager le stress, minimiser l'inflammation, soutenir la fonction immunitaire, réduire le risque de la maladie chronique et améliorer le sommeil. Pas mal! De plus en plus connue par son appellation japonaise, passer du temps en forêt est une activité de plus en plus préconisée pour le bien-être. Mais même si les études démontrent une panoplie de bénéfices physiques et émotionnels dus au fait de passer du temps en forêt, je ne crois pas, moi, que ces bénéfices soient réservés à seuls ceux qui habitent la campagne. Au contraire, nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous en faisons tous partie. Et bien qu'une vie en appartement en plein centre-ville puisse paraître éloignée de la nature, vos réflexes naturels d'animal humain que vous êtes ne vous quittent jamais et vous pouvez vous en servir tous les jours, où que vous soyez. Utilisez tous vos sens pour vous renseigner sur la nature qui vous entoure. Y a-t-il une série d'arbres dans votre rue ou sur la place? De quelle sorte d'arbre s'agit-il? Regardez ses feuilles, son écorce, ses couleurs. Récupérez-en en été et puis à l'automne. Qu'est-ce que vous remarquez? Quel temps fait-il? Plutôt que regarder votre appli météo sur votre téléphone, approchez-vous de votre fenêtre, ouvrez-la et sentez l'air sur votre visage. Est-il frais, chaud, tiède? Est-il sec ou humide? A-t-il une odeur particulière? Que vous soyez en maison ou en appartement, ouvrez les fenêtres et souvent. Entendez-vous des oiseaux le matin? De quelles espèces s'agit-il? Savez-vous où se trouverait leur nid? Ressentez-vous l'air passer? Que pouvez-vous remarquer? Essayez de vivre viscéralement le changement de saison, ne serait-ce qu'un peu. Vous avez un balcon, une cour intérieure, un lopin de jardin? Décidez-vous à y passer un petit peu de temps chaque semaine. Enlevez vos chaussures et mettez vos pieds au sol.
Si aucune plante n'y pousse naturellement, installez-y un pot rempli de terre. Faites pousser du romarin ou de la menthe, quelque chose de rustique qui poussera presque tout seul, et dont vous pourrez toucher les feuilles chaque semaine et sentir une odeur puissante naturelle. La composante mode de vie de l'AIP vise à nous faire réévaluer tous les comportements que nous entreprenons depuis toujours, qui ne nous servent peut-être pas réellement. Se penchant surtout sur 4 domaines, le sommeil, le stress, l'activité physique et la connexion, c'est une prise de conscience de différents aspects de notre mode de vie qui entravent notre mieux-être. Habiter le monde moderne d'aujourd'hui n'est pas simple, et bien vivre en 2020, c'est le cas de le dire, est devenu compliqué. L'AIP est un protocole d'expérimentation individuelle qui vous permettra d'identifier non seulement les aliments, mais aussi les comportements qui augmentent votre bien-être et aussi ceux qui vous l'abîment. Si vous croyez que l'AIP pourrait être une piste pour vous, n'hésitez pas à identifier un coach spécialisé avec qui travailler. Nous sommes là et nous voulons vous soutenir dans votre démarche.